La Bocane, créateur de maisons où il fait bon vivre, vous présente votre émission. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono. Au programme ce soir, une émission hivernale puisqu'on reviendra sur les Jeux Olympiques 2026 de Milan-Cortina et puis un gros chapitre football. 85 chrono, c'est parti. Et pour débuter cette émission, je vous le disais, nous allons revenir sur les Jeux Olympiques d'hiver 2026. Nous avons en plateau Jean-Philippe Guignard, vous êtes le président du comité départemental olympique et sportif en Vendée. Bonsoir. Bonsoir. À ma droite, Benoît Pinault, notre chroniqueur en ski de fond. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Et nous avons au téléphone avec nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Nous avons Chloé Trespeuch, snowboardeuse, et puis porte-drapeau de ces JO, de la cérémonie d'ouverture. Bonsoir Chloé. Bonsoir à tous. On est très heureux de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur ces Jeux Olympiques et puis on va parler aussi un petit peu de cette saison. Alors ce week-end, vous étiez en Suisse, c'était à Montfaron, mais 4e place, vous échouez au pied du podium. C'est une petite déception ? Oui, c'est forcément, on se bat pour la victoire et voilà, 4e, il manque quelques places, mais les sensations étaient bonnes. C'est le border cross, tout peut arriver et c'est 1 minute 30 d'effort, donc il faut être impeccable du haut jusqu'en bas. Voilà, on s'est frotté un petit peu avec d'autres filles, donc ça m'a mis 4e, mais je suis contente des intentions. J'étais là pour gagner, ça s'est pas aligné, mais je suis contente du niveau produit et de la régularité tout de même que j'ai eu sur cette saison. Donc il y a plein de choses positives. Alors il y a eu un podium depuis les Jeux Olympiques. Le 4e de la saison, c'était en Turquie. Alors je vais pas me risquer à prononcer le nom. C'était en Erzurum. Turquie. C'est ça, Erzurum. 4e podium de la saison et puis surtout triplé français après ces JO. Oui, c'est ça. C'est ce qui me réconforte sur ma saison, c'est qu'il y a eu 4 podiums en Coupe du Monde. Je reviens d'une pause maternité, donc il n'y avait rien d'acquis au début de la saison et de remonter sur le podium régulièrement et de le partager aussi avec d'autres Françaises, c'est quand même vraiment des souvenirs forts. Une reconstruction réussie, un pari réussi pour cet hiver et puis... Oui, une consolation après des Jeux Olympiques qui n'étaient pas à la hauteur de ce que j'aurais espéré en termes de performance. Donc voilà, je me focus sur la Coupe du Monde. Il reste encore une étape la semaine prochaine au Canada. Et alors justement, pour revenir sur ces Jeux Olympiques, j'imagine, s'être arrêté en quart, c'était la déception pour vous ? Oui, complètement. Les derniers Jeux, j'ai eu la médaille d'argent et quand on a goûté à la médaille, on a envie de la revivre. Et puis surtout, j'ai tout mis en place pour me donner une chance d'aller jouer l'or et sortir aussitôt dans la compétition et finir avec une 9e place. C'était loin de mes ambitions. Après, c'est le sport de haut niveau. Tout le monde veut la médaille et ça se joue à pas grand-chose. Donc voilà, c'est frustrant, il va falloir rebondir et reconstruire dessus, mais j'ai su rebondir après avec la Coupe du Monde et où je suis remontée sur le podium, donc voilà, j'avance. Alors justement, Benoît, je crois que tu avais une question sur ça. Oui, on a tous assisté à cette déclaration après les JO où il y avait cette déception. Et moi, ce qui me surprend toujours avec les athlètes de haut niveau, c'est cette capacité de rebondir où 2 jours après, tu annonces que voilà, tu es déjà en chemin pour 2030 avec la même envie, la même ambition. Comment on bascule aussi rapidement de cette intensité émotionnelle basse et cette envie de se remettre en selle ? Je pense que le meilleur moyen de passer à autre chose et en tout cas de s'en servir positivement pour rebondir, c'est de rester en action. Enfin, moi, j'ai besoin de me reprojeter sur d'autres objectifs, de repartir. J'ai laissé mon corps récupérer. J'ai plus... Et puis après, je me suis remise en route vers d'autres objectifs et en me disant que les Jeux Olympiques, c'était une étape dans mon chemin et pas une fin en soi. Et voilà, j'ai profité aussi de toute cette préparation olympique. J'aime ma carrière en entier et je préfère gagner, mais je sais que les échecs, ça fait souvent partie de la vie d'athlète.
Même dans toutes les vies, il y a des obstacles à dépasser. Ça en est un de taille cet hiver. Mais je sais qu'avec le recul, ça m'apportera autre chose pour revenir un peu plus forte et puis avoir plus d'outils pour la prochaine fois. Et puis Chloé, vous l'avez dit, il y a eu cette pause maternité. C'était la première fois qu'une snowboardeuse faisait ça. Vous êtes revenue, vous avez participé aux Jeux Olympiques. Il y a eu ces 4 podiums cette saison. On peut dire que c'est réussi. Vous êtes revenue à votre niveau. Oui, complètement. Et c'était forcément un grand challenge parce qu'en effet, quand ça n'a pas été fait, on se demande pourquoi et à quel point c'est possible de concilier maternité et carrière de snowboard cross. Donc, c'était une belle aventure. On repart vraiment à zéro, mais à la fois, j'ai été remplie par cet amour de devenir maman. C'était super chouette et je suis contente de ma reconstruction et de retrouver le plus haut niveau avec en plus un peu plus encore d'épanouissement dans ma vie perso. Donc, j'avance en famille et avec le sport, donc c'est quand même super chouette. Alors justement, Marlo, on le voit assez souvent à tes côtés, hein, au bord des pistes. Il occupe quelle place, lui, au sein de ce collectif France ? Eh ben, j'ai vraiment une chance inouïe, c'est qu'il est très bien accueilli et on vit beaucoup en groupe. On est un sport individuel, mais on est tous les déplacements en équipe de France. On est à peu près 200 jours par an ensemble, filles, garçons, mélangés avec le staff. Et voilà, c'est un peu une deuxième famille, mais il n'y a jamais eu d'athlète maman. Et donc, j'appréhendais un petit peu de l'accueil de mon nouveau... cette nouvelle posture et puis de ramener un bébé et en fait je pense que ça apporte un peu de légèreté aussi au déplacement. Tout le monde passe un temps à jouer avec lui et ouais, c'est cool de le voir évoluer aussi dans l'équipe. J'avais une autre question un peu plus technique, celle-ci, parce qu'on parlait de border cross, et c'est vrai que c'est une discipline quand même particulière. Au JO, on l'a pas trop vu, mais là, en Autriche notamment, et même sur la demi-finale, on a vu que ça frottait un peu plus. Alors, notamment pour faire sa place vis-à-vis de ses 2 autres coéquipières dans le même run. Comment ça se passe, justement? Comment on s'adapte au parcours? Comment on s'adapte aux circonstances, aux adversaires, pour à la fin être celle qui va être qualifiée pour la finale? Oui, c'est sûr que c'est un sport où il faut une grande capacité d'adaptation parce que les parcours sont toujours différents. Les runs avec les autres filles sont toujours différents aussi. Il faut savoir s'adapter le plus vite possible en fonction de chaque situation, prendre la bonne décision rapidement, bien se placer à droite ou à gauche pour construire ses dépassements. Mais c'est la partie que j'adore en fait. Souvent, je pars derrière. Je suis capable de partir parfois devant, mais souvent, je pars derrière et d'être dans cette posture de chasseuse un peu et de devoir choisir ma ligne en fonction des autres. Ça me stimule beaucoup et c'est ce que j'adore dans mon sport. C'est ces sensations de confrontation et de proximité. Il faut réussir à doubler sans toucher. Donc ouais, c'est de l'adrénaline. Ben justement, c'est ce qu'on voyait là sur les images du quart de finale dernière. Et puis finalement, vous arrivez à remonter. Bon, ça ne l'a pas fait pour quelques centièmes de seconde. J'avais une question sur un prochain objectif. Est-ce qu'il y a un objectif 2030 ? C'est en France, en plus, c'est les Jeux Olympiques d'hiver. On vous verra aux Jeux Olympiques d'hiver ? Il y a de bonnes chances, mais je vais me laisser année après année pour décider. Je vais être sûre d'y aller avec la même envie, la même flamme et les mêmes chances de performance que les dernières Olympiades. Donc voilà, je me laisse année après année, mais il y a de bonnes chances, oui, parce que j'ai toujours la même passion pour mon sport et pour les objectifs. Oui, et puis une 5e Olympiade, ça serait quand même pas mal. Vous avez été porte-drapeau en plus pour cette cérémonie d'ouverture. Quel souvenir vous regardez de cette cérémonie d'ouverture ? C'était de la fierté ? Oui, c'était un honneur d'être porte-drapeau. Ça valorisait un peu mon parcours. J'ai été hyper émue que les athlètes m'aient choisi. Et puis de représenter un peu cette délégation française qui est diversifiée par ses sports, mais qui est vraiment unie par ce rêve de médaille qui nous anime dans notre quotidien. C'était quand même assez fort. Et puis moi, personnellement, je me souviens de quasiment tous les porte-drapeaux des Olympiades. Donc c'est assez fou de me dire que j'ajoute ce nom à la liste des porte-drapeaux français. Et puis dernière question, et puis après on vous libère. Est-ce qu'on va vous voir prochainement en Vendée ? Est-ce que vous avez prévu de repasser prochainement dans le 85 nous voir ?
Et ben la Vendée, c'est vrai que ça a toujours, c'est une place importante dans ma vie parce que j'ai passé une grande partie de ma jeunesse, là-bas et j'y reviens dès que je peux. Donc je pense qu'au printemps, je vais venir, me ressourcer un peu. J'aime toujours autant venir à Saint-Jean-de-Mont, voir la famille et puis, marcher au bord de la mer. Donc c'est prévu. C'est prévu. Et ben merci beaucoup Chloé d'avoir accepté cette petite interview. Benoît, tu avais un dernier mot à rajouter ? Et surtout, merci encore Chloé d'avoir participé pour cette écriture de ce chapitre pour le livre. Donc c'était d'une grande aide pour préciser un peu les choses. Donc merci encore. Merci d'avoir beaucoup. été réceptive Avec au message. Et puis bonne chance pour cette dernière manche. Donc ça sera du côté du Canada. C'est ça. Merci à vous. Au revoir. Merci. Benoît, t'en parlais, je pense que c'est le bon moment. Tu nous as lancé sur ton livre. Je pense que c'est le moment de le présenter. Le livre, on va parler un petit peu, mais c'est vrai que c'est un livre qui retrace des parcours de résilience de champions et championnes. Et c'est vrai que du coup, l'histoire de Chloé fait partie d'un chapitre à part entière. Donc ce qu'elle a décrit sur le parcours de maternité et comment elle fait pour y arriver, son ambition, et puis aussi comprendre ce qui sous-tend justement cette envie et la place qu'occupe aujourd'hui Marlo dans sa vie, parce qu'effectivement c'est un pari un peu fou de se dire je prends un risque de mettre un terme à ma carrière, parce que c'était ce qui se passait avant chez les sportifs de haut niveau, c'était synonyme de fin de carrière. Donc pour tenter de le faire alors qu'il reste encore des années pour pratiquer, on comprend aussi ce qu'elle a mis en place, comment les sponsors l'ont aidé, le staff, sa famille, son entourage, parce que c'est une décision qui ne se prend pas tout seul. Et puis aujourd'hui, comme elle l'a expliqué, ça reste une athlète qui est ambitieuse, mais qui ne veut pas sacrifier ni sa vie de famille, ni sa carrière d'athlète, et les deux se combinent aujourd'hui parfaitement. Donc on lui souhaite d'atteindre le meilleur, mais je pense qu'aussi le plus important, c'est aussi d'avoir osé aller au bout, même s'il n'y a pas la victoire. Vous voyez, elle reste compétitive, elle continue à faire des podiums, et ça la nourrit. Et ça, dans une quête d'équilibre de sportifs de haut niveau, on a tendance parfois à l'oublier. Donc bravo à elle. Eh ben merci, et puis tu peux nous dire le titre quand même. Oui, une seconde avant de renaître aux éditions Les Chanteuseries. Donc c'est un livre dont on veut parler et qui va intéresser notamment les sportifs, mais aussi tous ceux qui veulent avoir des compréhensions des parcours de résilience, parce que ça fait écho à chacun sur des histoires qui sont toutes complètement différentes, mais il y a de la matière. Et je vous invite à aller regarder l'interview. Tu as fait une interview avec Simon Philippot, c'était pour la matinale. Allez regarder ça sur tvvendée.fr. On va faire une petite pause dans les sports d'hiver. On va ouvrir sport plutôt d'été, le foot. On va parler football, puisque ce week-end, il y avait pas mal d'actualités, et notamment en National 2, 21e journée, les Herbiers qui recevaient Choré, les Rouges et Noirs qui n'ont plus gagné depuis le 17 janvier face à Bordeaux et qui ont enchaîné 4 défaites consécutives avant de faire le nul la semaine dernière. C'était contre La Roche, et en face, eux, Choré lutte pour le maintien. Deux dynamiques opposées, et le début de match qui se déroule sous une pluie abondante, vous l'avez vu, et pendant les 15 premières minutes, les deux équipes s'observent sans vraiment d'occasion franche. On a ce premier coup franc un peu après l'heure de jeu, mais ça passe au-dessus. Et puis à 5 minutes de la pause, après ce bon tacle du défenseur chorésien, le ballon revient dans les pieds de l'inévitable Jérémy Billy, bien placé, qui frappe et trompe le gardien. Ça fait 1-0 pour les Herbiers à 5 minutes de la pause. Mais c'est pas fini. Quelques minutes plus tard, sur une faute obtenue sur le côté, Sonny Butreau centre pour la tête d'Antoine Cariou, qui vient doubler la remarque. Antoine Cariou qui avait déjà marqué la semaine dernière pour aller chercher le nul face au Lyonnais. Et puis au retour des vestiaires, les Arbretais continuent d'imposer leur rythme. Le ballon revient sur Noah Descalom, qui est seul au second poteau et qui finit. Il marque, ça fait 3-0 pour les Herbiers. On est à peu près à l'heure de jeu. Le break est fait. Et forcément, à 3-0, les Arbretais relâchent un peu leur étreinte. Et Choré va se relancer petit à petit. On a cette occasion de Jérémy Billy, bien placé, mais son extérieur qui passe à côté. Et puis Choré qui va prendre confiance, avec notamment cette frappe puissante repoussée par Bastien Remp. Ça fait but, mais finalement refusé pour hors-jeu. Premier avertissement pour les Herbiers. Et puis le deuxième sera le bon. Tête dans le temps additionnel pour les Chorésiens qui vont réduire le score. Ça fait une victoire pour les Herbiers, victoire 3-1. Je vous propose qu'on écoute les acteurs du match côté Herbreté. On a été efficace en tout cas, on menait 2-0 à la mi-temps, on sait que le troisième but est toujours très important dans une rencontre et on le marque. Et puis après,
J'ai trouvé que c'est dommage parce qu'à 3-0, ça aurait été la première fois qu'on gagnait cette année avec 3 buts d'écart et on a un peu relâché la pression et on a laissé l'adversaire venir chez nous et qu'il y a eu quelques situations et qu'il a pu en marquer une dans les arrêts de jeu. Donc c'est un peu le bémol, ça montre encore qu'il y a encore du travail et on se doit d'être, je dirais, plus solide, plus compact. Qu'on mène 3-0 et qu'on recule un peu, c'est pas illogique, c'est normal. Mais par contre, il faut avoir une vraie densité défensive et on l'a pas eu suffisamment à mon goût. Et puis même si le groupe a été déçu, parce que on manquait d'effectifs, et deux, parce que on a laissé un peu passer notre chance parce que les premiers ont continué et pas nous sur ces 4 défaites. Il faut quand même rester optimiste et il faut surtout rester ambitieux. On a beaucoup poussé pour essayer de marquer tôt dans le match. On a eu la chance que Billy reprenne cette balle. Ensuite, on a enchaîné, Antoine, puis moi. Et ça nous fait du bien parce qu'on restait sur 5 matchs sans victoire. Du coup, là, on peut respirer un peu. Je me sens bien parce que le groupe vit bien. On est bien encadré aussi. Du coup, on prend plus de plaisir tous ensemble à jouer. Et moi, marquer des buts, j'aime ça, donc ça me fait plaisir. Là, j'ai repris de la confiance ici. J'ai pu reprendre du plaisir aussi parce que c'était un peu compliqué pour moi au début de saison. Et ici, je m'amuse beaucoup. Je vous propose qu'on regarde ce championnat de National 2 grâce à cette victoire, les Herbiers qui remontent au 5e rang. Et puis vous allez le voir, surtout la bonne nouvelle du week-end, c'est pour les Lyonnais qui restent à égalité de Bordeaux, mais toujours avec ce match en retard après leur victoire 1-0 contre Avranches. Donc les Lyonnais qui sont 2e. On va passer à la Nationale 3, 19e journée. Les Sables recevaient l'Union Foot Touraine. C'était à Albert Robin et non au stade de la rue de Lierre. Match important pour les deux équipes. D'un côté le maintien, de l'autre la montée en Nationale 2. Et dès le début de match, on comprend que la rencontre va être engagée avec beaucoup d'agressivité de la part des Tourangeaux. Et après 15 minutes... globalement dominé par les visiteurs et des premières occasions. On a le premier tournant du match sur ce bon ballon en profondeur. Le ballon file vers le but, mais le défenseur et capitaine David Lopez arrête le ballon de la main. En tout cas, il le détourne. Ça fait carton rouge. Et puis sur le coup franc qui suit, ça passe au-dessus, mais les Tourangeaux vont être à 10 contre 11 avec toujours beaucoup d'intensité. Une nouvelle faute, carton jaune pour Robin Testu, mais à la pause, aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre l'avantage. Ça fait 0-0 à la mi-temps. Et on en profite pour faire un petit coucou à Florian Wozniak qui était arbitre assistant sur ce match. Au retour des vestiaires, nouveau fait de jeu, deuxième tournant du match, presque la même action en profondeur. Et cette fois, c'est le gardien qui, en dehors de sa surface, dévie le ballon du bras. On va avoir un petit peu de tergiversation du côté des arbitres, savoir s'il y a bien main. Et oui, il y a bien main d'après l'arbitre. Et donc le gardien est exclu. Les Tourangeaux vont donc jouer à 9 contre 11. Et les Tourangeaux qui n'avaient surtout pas de gardien remplaçant. C'était déjà le gardien remplaçant sur le terrain. Et donc c'est un joueur qui va filer dans les buts. Et forcément, les Sablés qui vont trouver l'ouverture à la 84e minute pour prendre l'avantage. Ça fait 1-0 en supériorité numérique à 11 contre 9. Et puis les Sablés qui vont enchaîner dans les dernières minutes, se procurer de plus en plus d'occasions. Un premier 2 contre 1, un peu mal négocié, cette passe un peu trop longue. Et ça fera pas but, mais la suivante sera la bonne. On joue le temps additionnel. C'est presque un copier-coller de l'action précédente. Axel Damin qui va glisser le ballon au second poteau et ça fait 2-0 pour les Sablés qui font donc une belle opération et s'imposent contre les Tourangeaux. Je vous propose qu'on les écoute. Avec un petit peu de recul, je suis quand même satisfait parce qu'on obtient le résultat et dans notre position actuelle, c'est une priorité. Dans le contenu, moi j'ai le sentiment quand même qu'on a construit ce résultat en essayant de faire déjouer justement cette équipe qui a de la qualité. Donc on les a contrariés dans leur jeu transition, dans leur jeu vertical. On a sécurisé un petit peu plus l'approche du match. Au fur et à mesure, on est sorti avec un peu plus de maîtrise. Et puis sur la première occasion, ça peut faire but, ça fait plutôt expulsion. Donc ça tourne à notre avantage, on est plutôt content. On n'a pas l'habitude parce que généralement c'est un peu contre nous. Chaque fois on prend un rouge ou 2 rouges et puis du coup c'est à nous de défendre. Mais là on a mis un peu de temps à s'adapter. Voilà, le coach il criait un peu pour nous donner les consignes. Mais au final on gagne le match 2-0 et puis ça fait énormément de bien. On a à cœur de bien faire vis-à-vis de notre première partie de saison. On a un défi, c'est de finir dans les 3 premiers de la deuxième partie de saison du championnat.
et surtout se maintenir le plus rapidement possible. Je ne suis pas une personne qui aime énormément parler de l'arbitrage, mais on n'a pas vraiment été aidé. Il y a des faits de jeu qui sont pour moi un petit peu compliqués à accepter, mais c'est comme ça. Quand ça ne tourne pas à notre avantage et surtout la manière à laquelle ça a été fait, ça nous pousse à nous surpasser. C'est ce qui s'est passé un petit peu sur le match. Après, voilà, on prend un but sur un contre. Il y a de la fatigue, il y a 9 contre 11. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est surtout le contexte. On est en National 3. Il est revenu sur sa décision. Il est parti consulter l'arbitre assistant. Il n'y a pas d'avare en National 3, mais on avait le sentiment que il pouvait entre guillemets décider d'un oui ou d'un non, revenir sur sa décision. Donc même pour avoir discuté un petit peu avec lui, c'est assez confus. Et ça fait quand même une victoire du côté Sablé. Vous allez voir ça au classement de cette poule de National 3. Les Sablés qui sont donc le 8e, à égalité de points avec la Châtaigneraie Fontenay-le-Comte, 25 points. Et puis vous le voyez surtout, la belle opération du week-end. Elle est faite par les Jauneaux, par le Poiré qui s'est imposé 3-2 contre Chaland et donc prend seul la tête de cette poule B de National 3. L'Union Foot Touraine qui a certes 2 matchs en retard, mais qui reste avec 32 points à la 3e position. Et puis pour vous donner un peu les résultats, c'est Nantes qui a fait match nul contre la réserve de Châtellerault qui a donc laissé filer des points. La Châtaigneraie a fait 2-2 contre Chauvigny et Fontenay qui a pris une petite claque 4-0 contre la réserve d'Angers. Et puis toujours en foot, un mot de la Coupe des Pays de la Loire. C'était ce week-end, on avait les 8e de finale, 4 équipes vendéennes toujours en lice. La France Disney Football qui s'est inclinée 4-1 contre Sablé. Le Mans, match spectaculaire qui a perdu, c'est donc La Roche qui se qualifie 4-3 pour le prochain tour. L'équipe 2 du Poiré, on en parlait justement, qui a battu La Boule 3-0, c'est ça, j'arrive bien à lire. Et puis Pouzauges, 3-0 également contre Orvaux. Et donc on aura 3 équipes vendéennes au prochain tour, donc ça sera pour les quarts de finale. Messieurs, on va reparler des Jeux Olympiques. Jean-Philippe, on avait 2 athlètes au JO d'hiver, 2 athlètes vendéennes, avec Chloé Olivier, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, qui était en short track, donc en patinage de vitesse, et puis Chloé Trespeuch, qu'on a eu tout à l'heure. Pour un département où il neige pas souvent et on n'a pas de montagne, c'était quand même pas mal. C'est exceptionnel, c'est même inattendu. Effectivement, on était habitué à Chloé Trespeuch depuis quelques années, mais là, voir une deuxième vendéenne sur une patinoire, c'est un patinage de vitesse sur piste courte, c'est aussi quelque chose d'inattendu pour nous, mais c'est de bon augure, et puis ça montre que on pratique toutes les activités physiques et sportives en Vendée. Et donc justement, comment on peut développer ces sports d'hiver en Vendée ? Est-ce que ça va être à travers la patinoire ? Comment on peut faire ? Alors, il y a effectivement la patinoire de La Roche-sur-Yon, mais Chloé s'entraîne pas sur la patinoire, parce qu'il y a pratiquement pas de patinoire comme ça en France pour pouvoir s'entraîner. Elle va à l'étranger pour pouvoir pratiquer ce sport-là. Les choses seront résolues avec l'arrivée des Jeux de 2030, puisqu'il y aura une piste qui sera faite pour cette occasion. Maintenant, Chloé a tout l'avenir devant elle, parce qu'elle est quand même jeune. Et elle sera là certainement en 2030. Et on sera nous derrière, la Vendée, on sera derrière elle, comme on sera derrière aussi Chloé. Même si elle n'est pas tout le temps chez nous, mais elle a quand même un peu de sang vendéen dans les veines. Et on soutiendra ces 2 athlètes avec, comme on l'a fait quand on a fait les Jeux de 2024 à Paris, une forte délégation de Vendéens présents là-bas pour les Jeux de 2030. C'est l'objectif. On peut voir d'autres Vendéens en 2030 ? On a une jeune fille qui est dans l'antichambre du Team Sport Vendée actuellement, qui fait du hockey sur glace, dont l'objectif est de rentrer dans l'équipe de France. Maintenant, le hockey féminin n'est pas très, très, très développé en France, là encore. Peut-être qu'avec la préparation des Jeux de 2030, en France, on va se sentir un petit peu plus concerné. Mais enfin, c'est sa volonté d'être en équipe de France pour 2030. Justement, qu'on a eu les JO 2024, là on a les JO 2030. Pour vous, ça fait du travail de JO aussi rapprochés en France, d'été et d'hiver en plus ?
Oui, ça fait du travail, mais bon, on ne travaille pas que tous les 4 ans, hein, rassurez-vous. Mais ça montre que notre département est un département sportif et un département de sportifs, puisque avoir deux qualifiés en équipe de France pour les Jeux paralympiques, alors qu'on est un département à tradition maritime quand même, sans montagne, c'est déjà une bonne chose. Mais quand on regarde les Jeux de 2024, on était le département des Pays de Loire à avoir le plus d'athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Ce qui était aussi de bon augure, puisque ça montre qu'il y a une vitalité des clubs en Vendée et qu'il y a surtout une filière de formation en Vendée et qu'on est capable de détecter et de former et d'accompagner des talents en Vendée. On peut penser notamment à l'athlétisme. On a pas mal de... L'athlétisme est devenu maintenant le sport qui a le plus d'athlètes au Team Sport Vendée, avec 4 athlètes. 5 athlètes même dans le Team Sport Vendée. On a un athlète qui vient d'être champion du monde universitaire quand même ce week-end, ce qui est quand même une bonne chose. On a Louise qu'on ne présente plus, Simon Deschamps qui lui aussi marche sur les traces parce qu'il est quand même pas très loin du record d'un certain Stéphane Diagana, je crois. Et à côté de Simon Deschamps, on a Oscar Thébault qui est arrivé, qui va faire son petit chemin, qui vient d'être champion du monde. Et on a une petite pépite là, qui fait pas de bruit, mais qui est pleine de vie, Guillemette Vincent, sur 3000 mètres steeple, qui, à mon avis, on parlera d'elle. On parlera d'elle, et puis on peut parler aussi de Romain Mornay. Ah ben Romain actuellement est le sportif vendéen qui représente le plus le sport en Vendée, parce que Louise a été un petit peu plus en sommeil l'année dernière, mais Romain est en train de faire d'abord une saison estivale magnifique. Il fait une très très belle saison hivernale, et je pense que sa saison estivale elle sera pas mal non plus. Il y a encore une marge. Il y a encore une marge. On va reparler, on va passer à la neige, on va reparler au JO d'hiver. Tu nous as préparé une chronique spéciale JO Milan-Cortina. Oui, et pas que. Mais je voulais peut-être interroger d'abord Jean-Philippe. Est-ce que vous savez quel est l'objet qui a été le plus prisé pendant ces JO de Milan ? Je crois que Paul a déjà la réponse. Je ne sais pas, si ça avait été 2004, j'aurais dit les friges, mais non. Non, les JO de Milan, on va vous le montrer à l'image. Ce sont tout simplement les préservatifs, en fait, qui sont venus à manquer. Pourtant, l'organisation en avait prévu 10 000, mais le stock s'est retrouvé écoulé au bout de 3 jours seulement. Alors pourtant, si j'ai fait des calculs, ça faisait qu'en moyenne, les athlètes ont consommé 4 préservatifs par jour. Donc c'est déjà quand même une bonne quantité. Alors vous allez sans doute me demander, mais pourquoi une telle ferveur avec ces préservatifs ? Alors il y a plusieurs explications. Certaines ont lié aussi quand même au fait que les sportifs arrivent dans une certaine forme. Donc ils sont préparés physiquement. Il y a quand même aussi un boost d'adrénaline. Et donc ce pic de forme, à un moment donné, il convient d'être décompensé, notamment quand les épreuves sont terminées. Ok, donc ça, c'est un phénomène qui arrive. Et puis, il y a une vraie concentration aussi de sportifs qui, j'allais dire, sont dans la force de l'âge et qui sont dans leur meilleure forme même de leur vie. Donc, il y a quand même des rapports qui se créent. Et puis, il ne faut pas non plus croire que tout est utilisé. Cet objet fait aussi partie des objets un peu épiques. Et donc, il y a aussi des collectionneurs avides de ce genre de préservatifs. Ça fait beaucoup de collectionneurs quand même, Benoît. Oui, ça fait beaucoup de collectionneurs. Mais je vous rappelle pour Paris, et peut-être que vous aviez le chiffre, pour Paris d'ailleurs, les organisateurs avaient prévu 42 préservatifs par athlète. Donc là, ils avaient quand même prévu relativement large. Mais ce ne sont pas des chiffres dont on s'est vanté. Oui, mais on les retrouve, vous voyez. On va parler un peu de sport. C'est du sport. Oui, c'est du sport. Ouais. Alors, on est d'accord. On est sportif olympique ou on l'est pas, Paul. Je suis désolé. Ah, mais c'est vrai. La prochaine fois, on fera votre taille. Je suis sûr que vous en aurez. C'est une émission familiale. Benoît. C'est une émission familiale. Mais oui, je voulais revenir sur du sport. Oui. Et notamment, il y a un peu plus de déception puisqu'on a vu aux Jeux Olympiques des gens. Les Jeux Olympiques, c'est quand même effectivement, comme l'a dit Chloé, 4 ans de préparation où on a tout mis comme entraînement, comme préparation. Et le jour J. Des fois, patatras, il peut se passer de grosses désillusions. Et on a eu notre Français Jules Chapaz, qui était en ski de fond. Et malheureusement pour lui, il est arrivé le jour J avec une gastro. Donc
Pour lui, on l'a vu en pleurs, j'ai pas la vidéo, mais voilà, c'était vraiment 4 ans de travail foutu en l'air, et ça, c'est très décevant, parce qu'effectivement, Chloé, peut-être qu'elle n'a pas pu s'adapter à la piste, peut-être que d'autres gens ont été meilleurs, mais lui, il avait vraiment les moyens de rivaliser ce jour-là, sauf que c'est impossible. Et donc, remonter d'une certaine situation comme celle-ci, se remettre un défi, c'est quand même encore plus difficile. Voilà, on ne sait pas ce qu'il va faire pour 2030, mais voilà, c'est très, très dur à vivre pour lui. On a eu cette même mésaventure pour l'équipe entière, on parlait de hockey sur glace, de Finlande, qui est arrivée complètement décimée. Il y avait 13 joueuses sur 23 qui étaient malades, donc elles étaient confinées, etc. Et là, par contre, les organisateurs ont été plutôt sympas. Ils ont décalé tous leurs matchs d'une semaine. Donc là, il y a eu une petite adaptation. Et elle termine quand même 5e du tournoi. Comme quoi. Comme quoi. Il y a une autre image que je voulais voir. Alors, je ne vais pas la montrer parce qu'on a vu Lindsey Vonn et sa terrible chute. Moi, ce que je voulais creuser, j'ai un peu cherché le sujet. Alors, on la voit maintenant. Elle est déjà en rééducation. Elle est déjà en train de refaire du sport alors qu'elle est passée quand même à 2 doigts de l'amputation. C'est des images qu'elle a mises sur les réseaux sociaux. C'est des images d'elle-même. On se demande comment elle fait et où elle trouve cette envie-là. Et effectivement, justement, on trouve ça dans des théories de motivation, d'accomplissement, en fait, qui sont... alors, si je lis bien le texte, c'est pas de moi, une force intérieure qui pousse une personne à viser l'excellence, à se fixer des objectifs ambitieux, à aimer les défis, à persévérer, et même parmi les obstacles. Et les athlètes qui ont cette motivation extrême, veulent réussir pour le défi et la maîtrise, donc, et plus d'ailleurs que pour la récompense en elle-même. Donc même quand il y a un échec, ils gardent le cap, parce que toute situation est vécue finalement comme une ressource pour s'ajuster et pour progresser. Donc même l'incertitude, même le risque, même la chute, même le risque de perdre sa jambe, en fait, ne suffit pas pour atténuer cette motivation. Voilà. Et tu avais aussi sur les Paralympiques, pas que les Jeux Olympiques, mais sur les Paras aussi. Oui, sur les Paralympiques, parce que qui t'a impressionné. Alors moi, je trouve ça absolument dingue. Je ne sais pas vous, Jean-Philippe, si vous avez vu, mais les descendeurs non-voyants, juste accompagnés par un guide et avec effectivement une radio et une communication entre les deux. Ils sont quand même à plus de 100 km/h ici. Je vous imagine partir les yeux fermés sur une piste avec juste quelqu'un devant vous qui vous donne les indications, sachant que vous imaginez bien qu'à l'entraînement, il y a dû y avoir des chutes, et à chaque fois, il faut renouveler la confiance dans son guide. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi dans les JO, c'est qu'à la fin, les médailles sont décernées aux deux, c'est-à-dire et aux sportifs et aux guides, et ça, c'est indispensable, parce que celui qui est devant, effectivement, mérite tout autant. En tout cas, c'est vraiment un binôme. Et puis, autre image forte de ces JO sur laquelle tu voulais revenir, celle de la polonaise. Oui, Camilla Cellier. Alors, je ne montre pas la vidéo parce qu'elle était assez marquante. Et ce n'est pas tant l'accident en lui-même, c'est qu'à ce moment-là, il y a une compétition qui est toujours en train de se dérouler. C'est-à-dire que là, les organisateurs ont mis une bâche blanche pour couvrir ce qu'il y avait, parce que elle a quand même été heurtée à la mâchoire. Personne ne savait quel était son état, si elle avait un œil crevé, si elle avait la mâchoire coupée, etc. Mais pendant ce temps-là, les athlètes, on était au stade des quarts de finale, il faut se reconcentrer, il faut se mettre dans sa bulle, il faut faire abstraction de ça, alors qu'on est dans une compétition olympique dans laquelle on a tout préparé. Il y avait une compatriote à elle qui était juste à côté, vous imaginez un petit peu l'état, quoi. Donc, comment se remettre dans une compétition alors que tout nous rappelle à nouveau que ce sport est dangereux, qu'il y a des risques, et donc, mais on va lutter quand même pour une médaille. Et on va faire rapidement, avant qu'on puisse enchaîner tout ce qu'on doit faire dans cette émission. Il y a aussi une dernière image. Alors cette fois, c'est en rapport avec les JO 2026, mais aussi de 2022. Oui, parce que là, on voit les JO précédents. Et c'est une athlète qui a un parcours un peu particulier, parce qu'elle dénote dans le paysage. C'est une sino-américaine qui s'appelle Eileen Gu. Là, on la voit faire une figure absolument dantesque sur les JO de 2022. Elle était 2e à ce moment-là, et elle tente une figure assez incroyable pour... tout tenter, alors qu'elle sait qu'elle la passe assez rarement. Mais en fait, comme elle le dit, elle préfère largement tenter, quitte à échouer, plutôt que de se contenter d'une 2e place. C'est une fille un peu extraordinaire, parce qu'elle est étudiante à Stanford, elle est mannequin chez Victoria's Secret. Bon, je crois que à peu près tout lui réussit. Ouais. Il y a des gens comme ça, en fait, qui sont nés avec un talent incroyable. Une étoile. Merci beaucoup, Benoît, pour cette super chronique, un peu différente de d'habitude, ça change, c'est aussi un format sympa, je trouve, sur les JO d'hiver. On va parler rapidement de basket, puisque Chaland recevait vendredi le leader Roanne. C'était la 26e journée d'Élite 2, les Chalandais qui ont tenu tête jusqu'au 3e quart-temps au leader du championnat. Ils étaient même devant 63-60. On pensait les Chalandais presque capables d'aller chercher cette superbe victoire. Presque un exploit, on peut le dire, mais les 10 dernières minutes, Roanne a changé de visage. Les joueurs de TJ Parker ont augmenté l'intensité du match. Là, vous voyez le résultat à la fin du premier quart-temps. Et au final,
Ce sont bien les leaders qui se sont imposés. Roanne qui s'est imposé 84-73. Seulement 10 points inscrits pour les Chalandais dans le dernier quart-temps. C'est ça qui leur a peut-être coûté la victoire. Je vous propose d'écouter les interviews au micro de Thibaut Grasset. Quand on perd de si peu en ayant embêté le leader, on est forcément frustré à chaud. Maintenant, c'est aussi évident, à froid, on va se dire on a quand même fait quelque chose de pas mal. Si on arrive à reproduire ce genre de prestations dans le focus qu'on a mis, dans tout ce qu'on avait ciblé, que ce soit en attaque ou en défense, je pense qu'on pourra en gagner d'autres. En tout cas, c'est l'objectif, quoi. Faut pas juste qu'on s'arrête au fait de on a gagné, on a perdu. Quelle prestation on a livré ? Je pense qu'on a livré une très belle prestation face à un très bel adversaire. Donc maintenant, l'objectif, c'est sur le prochain match, relivrer une très belle prestation et forcer l'adversaire à faire un gros match pour nous battre. C'est vraiment frustrant, je trouve, étant donné qu'on est dedans tout le match. Et à un moment, on a même commencé à creuser un écart. On craque encore je crois que c'est dans les 6 dernières minutes, je crois. Dans les 6 dernières minutes, on craque. Je pense que c'est prendre ce match-là comme base, en tout cas. Pas forcément dans les choix qu'on a fait, mais plus dans l'intensité qu'on a fait, dans la rage qu'on avait, dans la détermination de bien vouloir faire les choses. S'appuyer sur ce match-là pour essayer d'aller de l'avant et puis oublier le fait qu'on a 2 victoires. De vouloir jouer toutes les autres équipes les yeux dans les yeux comme on a voulu le faire ce soir. C'est jamais facile de jouer une équipe qui n'a pas de pression. Ils ont 0 pression. Nous, on veut rester en haut du classement. Ils jouent les premiers. C'est un sens de motivation. Tu veux donner le meilleur pour battre une équipe comme ça à domicile. Mais franchement, cette équipe de Challenge, c'est une très bonne équipe. C'était un match où le titre de notre vidéo, c'était Trap Game. Donc c'était un piège. Et franchement, cette équipe mérite mieux que 2 victoires. Et c'est vrai que pour l'instant, les Chalandais sont toujours bloqués à la dernière place de ce championnat DI2 avec 2 petites victoires. Et puis eux, leur adversaire du soir, reste leader. Un mot de hockey sur glace, on en a parlé tout à l'heure avec Benoît, avec l'équipe finlandaise. Le Hogli, chez les hommes, qui affrontait Toulouse-Blagnac. C'était pour la première manche des quarts de finale, donc de play-off de Division 2. Et vous le voyez, le Hogli qui s'est imposé 5-2. Et puis on aura le deuxième et possiblement troisième manche, si égalité. Ça sera ce week-end, mais cette fois à La Roche, ça sera à la patinoire Arago. Et puis un mot de handball, deuxième division féminine, La Roche qui se déplaçait à Clermont, le leader, 14e journée, et les Lyonnaises qui se sont inclinés 30-23 et donc restent 7e au classement. Un petit mot de Palais, puisque ce week-end avait lieu la finale du challenge vendéen de Palais-Fonte. C'était à la salle de sport de Bazos-Jean-Paré, 6 clubs, 116 doublettes, et donc si vous comptez bien, ça fait 232 joueurs qui étaient présents pour cette journée. De 9h30 jusqu'à 20h pour les finales. Et la finale, c'est Marion Gabory et Jérôme Saunier du Palais Club Combranais qui se sont imposés. Un club des Deux-Sèvres, donc, pas des Vendéens. On va les écouter au micro. Oui, je suis désolé, Benoît. C'est au micro de Thibaut Grasset. La saison de Palais-Fonte en Vendée, elle s'organise autour de 2 grosses compétitions. Enfin, on a le championnat traditionnel. Et on a la coupe. On a 49 clubs qui participent en Vendée. Donc on a un premier tour de coupe qui réunit ces 49 clubs. Ceux qui perdent le premier tour sont intégrés au challenge de Vendée. Donc aujourd'hui, on a que des clubs qui ont perdu le premier tour, mais qui ont gagné ensuite 2 tours de challenge. En fait, chaque doublette va rapporter des points pour son club. Et à la fin de la journée, on va avoir un classement de clubs. Très dur, mais on a tout gagné. On a tout gagné, on a encaissé peu de points. Et puis moi je voulais personnellement aller jusqu'au bout. Et puis on y est arrivé, avec mon collègue. On s'entend très bien, chacun dans sa bulle, et puis voilà. Il y a confiance à son partenaire. Il y en a un, voilà, c'est ça. Il y en a un qui tire, il y en a un qui place, puis l'autre qui tire. Et puis l'entretien de la semaine, c'était le BMX, parce qu'on avait les championnats le championnat départemental de BMX Racing, c'était à Aisne. C'est notre entretien sport de la semaine, je vous invite à aller le regarder sur tvvendée.fr. On va clôturer cette émission. Messieurs, merci d'être venus en plateau. Merci à Chloé qui avait accepté notre invitation. Et puis un merci également pour ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Thibaut Grasset, en régie Marion, Olivier et Camille. Bonne soirée à tous et on se retrouve lundi prochain. Votre émission vous a été présentée par La Bocane, qui vous accompagne de la conception à la réalisation de votre maison.